Un soir de 2004, un jeune homme est assis devant la télé. Les infos défilent, il fait à peine attention. Et puis une image apparaît à l'écran. Il se fige, c'est quelqu'un qu'il connaît. Il se lève d'un coup, court vers son ordinateur, commence à fouiller comme un fou dans de vieilles conversations en ligne, et après quelques minutes, il trouve ce qu'il cherchait. Il imprime tout et appelle la police. Pour comprendre pourquoi cet appel va changer le cours de l'enquête, il faut remonter à l'été 2004, à Columbia, Missouri, et à un jeune homme prénommé Jesse. Mon nom est SH. Si vous êtes fan de true crime, de l'étrange, du sombre et du mystérieux, raconté sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici, 1 à 2 fois par semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Jesse Valencia avait 23 ans, étudiant en 3e année à l'université du Missouri, à Columbia. Il préparait un double cursus, journalisme et droit. Le semestre venait de se terminer et Jesse avait hâte de souffler, voir ses amis, faire la fête. Jesse était quelqu'un d'extraverti, une vie sociale intense, beaucoup d'amis. Parfois, ça lui jouait des tours. 2 mois plus tôt, lors d'une descente de police dans une fête étudiante, il avait refusé de partir. Charge retenue, obstruction à une opération de police. Il venait de passer devant le tribunal. Les charges avaient même été aggravées. Mais Jesse ne s'en faisait pas trop. Il avait plaidé non coupable, il allait se battre. En réalité, cette histoire de tribunal était le dernier de ses soucis. Ce qui préoccupait vraiment Jesse cet été-là, c'était sa rupture avec Jack Barry, son copain depuis longtemps. Jack avait voulu rester ami, bonne intention, mauvais résultat, parce que ça voulait dire qu'ils continuaient à se voir, à se parler. Et alors que Jack considérait que tout était terminé entre eux, Jesse avait l'impression permanente qu'ils étaient sur le point de se remettre ensemble. À chaque fois qu'il essayait d'en parler, Jack le remettait à sa place. Sans Jack, Jesse se sentait très seul. Il essayait de combler ce vide avec des rencontres sans lendemain, des gars rencontrés en ligne, invités à l'hôtel du campus où il travaillait comme réceptionniste de nuit. Mais ça ne menait nulle part. Il avait aussi eu une aventure secrète avec un homme plus âgé, ce qui avait été excitant un temps. Mais au fond, ce que Jesse voulait vraiment, c'était une vraie relation. Quelque chose de solide, comme il avait eu avec Jack. Alors, chaque fois qu'il sortait, Jesse était à l'affût, et le soir du 3 juin 2004 ne faisait pas exception. Jesse retrouve ses amis dans un restaurant de Columbia. L'ambiance est bonne, et un de ses amis lui demande comment s'est passée son audience au tribunal. Il lui dit « pas terrible, il espérait que les charges seraient abandonnées. Elles ont été aggravées. » Jesse hausse les épaules. Il a plaidé non coupable. Il va se battre. Quand il quitte le restaurant, il marche jusqu'au Soho Club. Un club gay de Columbia. La musique est forte. Il fait sombre. Jesse se fraye un chemin jusqu'à la cabine du DJ dès qu'il entre. Il lui demande de passer Billie Jean de Michael Jackson. Le DJ lève les yeux au ciel. Jesse s'en fiche. C'est sa chanson. Il la demande à chaque fois qu'il vient ici. Ensuite, il s'installe au bar, commande un verre, et là, au bout du comptoir, il remarque un jeune homme seul. Jesse s'approche, lui propose de danser. L'homme sourit et accepte. 1 danse, 2, 3, et puis toute la nuit. La musique est trop forte pour vraiment se parler, mais au fil des heures, Jesse apprend l'essentiel. Cet homme s'appelle Ed McDevitt. Il est en formation pour devenir chef cuisinier. Jesse trouve qu'Ed a une bonne énergie. Le courant passe tout de suite. Quand le club ferme ses portes, Jesse lui demande s'il veut venir chez lui. Et bien sûr, Ed répond oui. L'amie de Jesse présente à la soirée, Jennifer, leur propose de les ramener. Quand ils s'arrêtent devant l'immeuble de Jesse, elle se tourne vers eux. Et elle leur dit que demain soir, elle fait une fête chez elle et qu'ils devraient y passer. Jesse regarde Ed et lui fait un sourire en coin. Il lui dit « on verra si on y est tous les deux ». Jennifer repart. Jesse fait descendre Ed dans son appartement au sous-sol. Un endroit délabré, pas de décoration. Mais ce qu'Ed voit en entrant, c'est des livres d'histoire, empilés partout dans le salon. Jesse est passionné par la Grèce antique. Il se lance, la bataille des Thermopyles, les Spartiates, Zeus, les dieux. Ed l'écoute. Ed ne connaît rien à l'histoire, mais c'est fascinant pour lui d'écouter ces histoires de Jesse. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, à 10h, au moment de partir, Ed écrit son numéro sur un bout de papier et le donne à Jesse. Il prévoit de se retrouver à la fête de Jennifer ce soir-là. Jesse le raccompagne jusqu'à la porte, un câlin, un baiser, et Ed s'en va. Jesse referme la porte et il espère que ce n'était pas juste une rencontre sans lendemain. Vers midi, Jesse mange un sandwich quand on frappe à sa porte. C'est son propriétaire. Le loyer n'a pas été payé. Jesse s'excuse.
Il promet de régler ça dans l'après-midi. Mais quand il referme la porte, il sait très bien qu'il n'a pas l'argent. Jesse avait grandi dans une famille modeste dans une petite ville du Kentucky, un état pauvre des États-Unis. Il est le premier de toute sa famille à aller à l'université. Il payait ses factures en travaillant comme réceptionniste de nuit, le même métier que sa mère avait fait. Il aimait sa famille, les appelait presque tous les jours. Mais il avait toujours eu l'impression d'étouffer dans cette petite ville conservatrice et très religieuse. Il était parti pour se réinventer. L'argent, lui, n'avait pas encore suivi. Il rassemble alors tout l'argent qu'il peut trouver dans l'appartement. Ça ne suffit pas. Il glisse quand même les billets dans la boîte aux lettres du propriétaire avec un mot. Il promet de payer le reste dans 2 semaines, puis il part travailler. Une soirée tranquille derrière le comptoir de l'hôtel étudiant. À 23h pile, il rentre, se change et file à la fête de Jennifer. Quand Jesse arrive, Ed n'est pas là. Il fait le tour de l'appartement, vérifie chaque pièce. Rien. Il prend une bière dans le frigo, bavarde avec Jennifer, mais après un moment, il regarde sa montre. Ed est soit très en retard, soit il ne viendra pas. Jesse sort, appelle le numéro qu'Ed lui a laissé. C'est un fixe. Quelqu'un répond. Ce n'est pas Ed. C'est un type qui s'appelle Mark Butler. Jesse ne sait pas qui c'est. Le copain de Ed? Juste un coloc? Mark explique qu'il est le colocataire d'Ed. Qu'Ed est couché, il a du travail tôt demain. Il a décidé de ne pas venir à la fête. Et le ton de Mark est clair. Il veut raccrocher. Mais Jesse insiste. Il finit par céder. Il va réveiller Ed. Il répond, la voix pâteuse. Jesse sort alors le grand jeu. Viens, la soirée est super et amène Mark si tu veux. Il y a un long silence au téléphone. Et Ed lui dit « D'accord, on arrive ». Mark repart assez vite de son côté. Ed et Jesse restent jusqu'à 2h du matin, puis traversent la rue pour une autre fête. À 3h, Ed dit qu'il doit vraiment rentrer. Jesse comprend, il le raccompagne jusqu'à l'extérieur. Jesse lui demande s'il ne veut pas venir chez lui pour dormir. Ed répond non, il faut vraiment que je me repose. Avant de partir, il prévoit de se revoir dans quelques jours. Jesse retraverse la rue jusqu'à l'appartement de Jennifer, dit au revoir et commence à prendre la route de chez lui, seul, à 3h du matin. Pourtant, il ne voulait pas et ce n'est pas dans ses habitudes de finir la nuit seul. Sa première pensée est appeler Jack. Il appelle plusieurs fois. Jack ne répond pas. Jesse change de direction, fait un détour pour passer devant chez lui, frappe à la porte. Personne. Il reste là quelques minutes et il commence à se demander, est-ce que Jack est sorti avec quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'il est là et qu'il sait que c'est lui et qu'il refuse d'ouvrir la porte ? Jesse renonce, rentre chez lui. Il est à peu près 3h45 quand il pousse la porte de son appartement. Ivre, seul et le cœur brisé. Il se déshabille et s'allonge sur son lit. Là, il entend frapper à la porte. Le lendemain, le samedi 5 juin 2004, à 14h, un étudiant sort de son immeuble à quelques pas de chez Jesse. Un sac à dos, une glacière, ses amis l'attendent dans le parking. Ils partent pour un week-end de camping à Saint-Louis. Pendant qu'il charge sa voiture, il remarque quelqu'un allongé dans l'herbe. Il porte un short de running, sans chaussures, sans chemise. Il pense que c'est quelqu'un qui a trop bu. Ça arrive souvent dans une ville universitaire. Il s'approche pour vérifier. Et là, il voit des mouches stagner autour du corps. 30 minutes plus tard, l'inspecteur John Short reçoit un message sur son beeper, le numéro de son chef. Il rappelle. On lui donne une adresse à 2 pas du campus. Il arrive, gare sa voiture, passe sous le ruban jaune. L'inspecteur Tim Giger le guide jusqu'à la parcelle d'herbe où se trouve le corps. Un jeune homme sur le dos, short de running bleu clair, pas de chaussures, pas de chaussettes, pas de chemise. Il a une profonde entaille dans la gorge. Le médecin légiste est là, accroupi près du corps. Elle montre à Short plusieurs choses qui la frappent. Des contusions partout, sur le visage, les bras, le torse. Mais les mains sont intactes. Aucune blessure défensive. C'est inhabituel pour une attaque au couteau. Normalement, les victimes lèvent les mains pour se défendre. Elle lui montre aussi la trajectoire du sang. Il a coulé des 2 côtés du cou et s'est accumulé sous le corps. Mais il n'y en a pas sur le devant du torse. Ça veut dire qu'il était déjà probablement allongé quand on lui a tranché la gorge. Et enfin, pour terminer, les hémorragies dans les yeux. La conclusion est simple, il a d'abord été étranglé avant d'être égorgé. Short reconstruit la scène. Le tueur l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance, l'allonge dans l'herbe et lui tranche la gorge. Short regarde les pieds nus de la victime, couverts de terre, comme si la victime avait couru. Short commence à assembler les pièces. Si Jesse a été rattrapé à 200 mètres de chez lui, le tueur est un rapide. Il est fort, et la gorge tranchée comme ça, c'est personnel. Ce n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un que Jesse connaissait probablement. Mais pour l'instant, le corps n'est pas identifié, et il n'y a pas de pièce d'identité.
Short se relève, laisse les techniciens s'approcher. C'est alors qu'une voiture de patrouille arrive. 2 agents en descendent. Le sergent Kenneth Smith et l'agent Steven Rios, le policier qui patrouille habituellement dans ce quartier. Un sergent sur place l'a appelé pour voir s'il peut identifier la victime. Short demande d'ouvrir le sac mortuaire et laisse Rios regarder. Rios s'approche et regarde à l'intérieur. Après un instant, il dit qu'il reconnaît ce garçon, un étudiant qu'il a arrêté lors d'une fête quelques mois plus tôt. Il s'appelle Jesse Valencia. Moins d'1 heure après le début de l'enquête, Short a un nom et Jesse Valencia venait d'être identifié. L'appartement de Jesse est à 200 mètres des lieux de découverte du corps. Short s'y rend à pied. La porte est ouverte. À l'intérieur, pas de sang, rien de renversé, aucun signe de bagarre. Mais la porte ouverte dit que Jesse est parti très vite. Puis il frappe à la porte du voisin le plus proche. Le voisin ouvre, confus. Short lui dit qu'il enquête sur un meurtre. D'abord, il est choqué. Et puis quelque chose change dans son regard. Un souvenir qui remonte. Il dit qu'il s'était réveillé la nuit précédente à cause des bruits d'une bagarre dans l'appartement de Jesse. 2 hommes adultes, clairement. Le voisin n'avait rien fait. Il avait tapé sur le mur. Puis le bruit avait cessé et il était retourné dormir, sans se rendre compte que ce qu'il entendait était peut-être le début du meurtre de Jesse. Le voisin ajoute qu'en se réveillant cet après-midi-là, il était allé frapper chez Jesse pour s'excuser d'avoir été sec la veille. La porte était ouverte. Il avait frappé, appelé, pas de réponse, il avait laissé tomber. Short demande s'il sait qui était l'autre homme. Le voisin secoue la tête. Il connaissait à peine Jesse. Alors Short retourne dans l'appartement. Le technicien exploite le téléphone. L'historique des appels, dernière utilisation. Jesse avait appelé quelqu'un nommé Jack Barry, 7 fois, entre 3h et 3h18 du matin. Jack Barry. Short trouve son adresse et s'y rend. Jack ouvre la porte, les yeux rouges gonflés. Il pleure depuis un moment, et malgré ça, il n'a pas l'air surpris de voir l'inspecteur. Un ami lui a déjà annoncé la nouvelle. Il s'assoit, Short lui demande d'expliquer ses 7 appels à 3h du matin. Jack est au bord des larmes. Il dit que Jesse était son ex-petite amie, que Jesse insistait pour qu'ils se remettent ensemble et que lui ne voulait pas. Ces appels faisaient partie du schéma habituel de Jesse pour forcer Jack à le voir. Les appels l'avaient réveillé. Avant même de regarder l'écran, il avait entendu frapper à la porte. Il avait vu que c'était Jesse qui appelait. Il avait décidé de ne pas répondre, d'attendre que Jesse parte. En racontant ça, Jack a l'air de revivre ce moment. Il se dit que peut-être s'il avait ouvert, Jesse serait encore là. L'inspecteur Short note mentalement que Jack n'a pas d'alibi à l'heure du meurtre. Il était seul chez lui. Mais avant qu'il ne creuse là-dessus, Jack dit autre chose. L'après-midi du 3 juin, Jesse l'avait appelé. Il lui avait parlé d'un nouveau gars rencontré au club. Il s'appelait Ed McDevitt. Le soir même, Short observe Ed McDevitt à travers le verre sans teint de la salle d'interrogatoire. Ed tremble, il est dans un état émotionnel intense. Ça peut vouloir dire qu'il est secoué par ce qui est arrivé à quelqu'un qu'il connaissait ou que quelque chose le ronge. Short entre dans la salle, s'assoit en face. Ed lui raconte sa soirée. La fête de Jennifer, le retour chez lui à 3h, son colocataire Mark Butler qui peut confirmer, il était au travail quand la police l'a appelé. Short prend son ADN, informe Ed qu'un mandat de perquisition sera exécuté à son domicile. Il réagit à peine. En sortant, Short cherche le nom de Mark Butler dans les fichiers. Mark a des antécédents, il le convoque immédiatement. Mark est direct dès le début. Je ne l'aimais pas et franchement ça ne me fait rien qu'il soit mort. Il précise, c'est pas de la jalousie, il est juste colocataire avec Ed, rien de plus. Il confirme avoir vu Ed rentrer à 3h, mais lui, Mark était reparti peu après pour un rendez-vous. Il ne sait pas exactement à quelle heure il est rentré. Short réalise que Mark était dehors sans alibi au moment exact où Jesse a été tué. Mark rejoint la liste des suspects. Le dimanche matin, Short réunit son équipe. L'ambiance est lourde, presque 24 heures d'enquête non-stop et aucune piste solide. Jack Barry possible, mais Jesse et lui étaient restés en bons termes. Ed McDevitt, nerveux lors de l'interrogatoire. Les techniciens ont trouvé des couteaux de cuisine chez lui. Mais il est cuisinier, ce n'est pas une preuve. Mark Butler, il n'aimait pas Jesse, sans alibi, mais il s'était vu une seule fois. Quel mobile! Short envoie 2 enquêteurs fouiller les bars que Jesse fréquentait, pour trouver des pistes non explorées. Il sort de la réunion. Un collègue l'attrape dans le couloir. Il a un tuyau plutôt intéressant à lui donner. Un ami de Jesse qui vivait à Saint-Louis avait appelé Crime Stopper.
Crime Stopper, c'est un numéro vert anonyme aux États-Unis où n'importe qui peut appeler pour donner un tuyau à la police sans avoir à s'identifier. Un peu comme un appel anonyme au commissariat. Il disait que Jesse lui avait confié quelque chose lors de discussions en ligne. Une liaison secrète avec un homme plus âgé, un policier de Columbia. Après cette information, Short s'enferme dans son bureau. Il demande à sa secrétaire la liste complète du personnel du commissariat. Il récupère l'historique des conversations en ligne de Jesse, des pages et des pages de messages imprimés. Dans ces échanges, Jesse parle de cette relation avec enthousiasme, au début du moins. Un policier en uniforme, des rendez-vous secrets au milieu de la nuit. Mais quelque chose avait changé. Jesse avait commencé à soupçonner que cet homme était marié. Et ça l'avait mis hors de lui. Dans un message, il écrit qu'il refuse d'être l'amant secret de quelqu'un. Jesse, dans les conversations, ne donne jamais le nom du policier. Il l'appelle juste le plus beau policier de Columbia. Pour Short, ce flic est le suspect le plus sérieux. Contrairement à Jack, Ed ou Mark, ce policier a quelque chose à perdre. Si Jesse parle, c'est sa carrière qui saute. Une liaison pendant le service, avec un homme, et son mariage qui explose. Short ferme la porte et tourne la clé. Il enquête dans son propre commissariat, sur ses propres collègues. Le meurtrier pourrait être quelqu'un qui croise dans le couloir chaque matin, en allant chercher un café. Il regarde les visages autour de lui différemment, et il comprend qu'il ne peut faire confiance à personne ici. De retour dans son bureau, il rappelle un à un les amis de Jesse. Plusieurs confirment. Jesse leur avait parlé de ce flic, et l'un d'eux se souvient d'un détail. Jesse l'appelait Anderson. Short prend le registre du personnel. Plus de 200 agents. 2 Anderson. Brad Anderson et Ted Anderson. Il sort les archives de l'arrestation de Jesse lors de la fête, quelques mois plus tôt. Il parcourt les rapports. Brad Anderson était l'un des agents intervenus cette nuit-là. Les pièces s'assemblent. Jesse et Brad Anderson se seraient rencontrés exactement au moment où Jesse commençait à parler de cette liaison à ses amis. Short prend un dossier, sort de son bureau et fait le tour du commissariat. Il trouve Brad Anderson dans le vestiaire en train d'enfiler son uniforme. Il attend dans le couloir. Quand Brad Anderson sort, Short l'aborde aussi naturellement que possible. Il ouvre le dossier, montre une photo de Jesse Valencia et demande s'il le reconnaît. Anderson plisse les yeux. « Oui, c'est le gamin que j'ai arrêté à une fête il y a quelques mois. » Short lui demande s'il l'a revu depuis. Il lui répond que oui, Jesse avait déposé une plainte pour tapage 1 mois après. Brad Anderson est calme, aucune nervosité visible. Soit il n'a rien à se reprocher, soit il sait se maîtriser. Short s'apprête à le laisser partir. C'est là que le coéquipier de Brad passe dans le couloir, l'agent Steven Rios. Rios voit le dossier, voit la photo de Jesse Valencia dans les mains de Short. Et sans réfléchir, il glisse à Brad Anderson. « Oh, t'as vu, ton petit ami gay est mort ?» Brad hausse les épaules, mais Short, lui, ne laisse rien passer. Parce que même si c'est de l'humour de mauvais goût, peut-être que Rios sait quelque chose. Peut-être qu'il sait que Brad voyait Jesse. Peut-être qu'ils étaient vraiment ensemble. Short traverse le commissariat en courant. Il arrive dans son bureau et à peine assis, quelqu'un frappe à sa porte. C'est sa secrétaire. Derrière elle, un jeune homme très nerveux. Il se présente. Andy Shemerton, un ami de Jesse. Andy s'assoit et commence à parler. Il dit que quelques semaines plus tôt, lui et Jesse étaient sortis ensemble avant de rentrer chez Jesse. Vers 3h du matin, quelqu'un avait frappé à la porte. Jesse était allé ouvrir. Un policier en uniforme était entré, lampe torche à la main. Jesse l'avait conduit dans la chambre. Andy les avait rejoints pour une partie à 3. Et en partant, le policier avait regardé Andy et lui avait dit « Tu gardes ça pour toi ». Andy ne connaissait pas son nom. Short sort l'annuaire interne du commissariat et lui dit de le feuilleter. Et Andy regarde étrangement l'inspecteur et lui dit « Je n'ai pas besoin de faire ça ». Short, étonné, lui demande « Mais pourquoi ?» Et Andy lui dit « Parce que quand je suis arrivé ici, il était dans le couloir ». Voici ce qui s'est passé dans la nuit du 4 au 5 juin 2004. Vers 3h du matin, pendant que Jesse rentrait de la fête de Jennifer, son meurtrier finissait de boire des bières avec des collègues après son service. Il reprend sa voiture et prend la direction de chez lui. Mais en route, il décide de faire un arrêt, chez Jesse. Il s'attendait à une rencontre rapide, sans conséquence, comme d'habitude. Mais quand il arrive, Jesse est ivre, furieux. Jesse lui dit qu'il a compris qu'il était marié, que c'est fini, qu'il doit partir. Mais le policier ne part pas. Alors Jesse le menace. « Très bien, je vais aller voir ton chef et je vais lui parler de nous. » C'est à ce moment-là que quelque chose dérape. Si cette histoire sort, le policier perd tout. Son travail, son mariage, sa vie. Et là, il devient fou. Jesse essaie de fuir, il passe la porte en courant. Pas de chaussures, pas de chemise.
Il court. Il n'arrive à faire que 200 mètres. Le tueur le rattrape, lui passe un bras autour du cou, serre, Jesse se débat, quelques secondes. Il perd connaissance. Le tueur l'allonge dans l'herbe, sort un couteau de sa poche et lui tranche la gorge. Sur le chemin du retour, il jette le couteau quelque part en ville. Il sait que c'est la seule preuve directe qui pourrait le relier à la scène de crime. Il s'en débarrasse soigneusement. Il rentre chez lui, se garde dans l'allée. Avant d'entrer, il regarde par la fenêtre de la cuisine. Sa femme est là, elle prépare un biberon pour leur fils. Il détache son badge, celui avec son nom où est écrit Anderson. Il l'échange contre un autre, qu'il gardait dans la boîte à gants de sa voiture. Son vrai badge, le badge de l'agent Steven Rios. Rios était le policier affecté aux patrouilles dans ce quartier. C'est lui qui était intervenu lors de l'arrestation de Jesse à la fête des mois plus tôt. Et c'est là qu'il l'avait rencontré. Depuis, chaque fois qu'il venait chez Jesse, il portait le badge de l'un de ses collègues. Pas celui de Brad Anderson, celui de l'autre Anderson, Ted Anderson. Il avait utilisé ce nom pendant toute leur liaison. Quand Short l'avait appelé sur la scène de crime le matin du 5 juin, c'est Rios qui avait regardé dans le sac mortuaire. Rios qui avait prononcé le nom de Jesse Valencia devant tout le monde. Et c'est Rios qui, quelques heures plus tard, avait croisé Short dans le couloir et lâché sa remarque sur le petit ami gay. Ce n'était pas de l'humour de mauvais goût, c'était une erreur, une seule, mais qui a suffi à Short pour remonter la piste. En mai 2005, presque un an après le meurtre de Jesse Valencia, Steven Rios est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Après avoir fait appel, le chef d'accusation est réduit à meurtre sans préméditation lors d'un nouveau procès. Il est de nouveau reconnu coupable. Il est condamné à la prison à vie. Le couteau n'a jamais été retrouvé. Jesse Valencia avait 23 ans, premier de toute sa famille à aller à l'université. Il voulait devenir journaliste. Il voulait une vraie relation. Ce soir du 3 juin, il était rentré chez lui à 3h45 du matin. Ivre, seul, le cœur brisé. Il avait entendu frapper à la porte. Et l'homme à la porte portait un badge qui n'était pas le sien. Si vous avez aimé cette histoire, retrouvez toutes les affaires de la chaîne dans la playlist True Crime. Et dans les commentaires, dites-moi à quel moment exact dans cette enquête vous pensiez avoir trouvé le coupable. Je vous dis à très bientôt, c'était SH. Bye bye.